Et si on avait détruit vos films préférés? Et si c'est à cause de nous que plein de films d'auteurs super chiants existent? Et si la critique de cinéma était la pire chose qui existe sur cette planète? Et si j'avais raté ma vie? Il est temps de répondre à ces questions capitales et vitales, enfin. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Crété et je suis critique de cinéma. Ce qui signifie que mon travail consiste à dire quel film mérite d'exister, ce qu'il faut voir, aimer et penser, ce qui est bien ou pas bien, important ou honteux. En gros, je vous apprends à être quelqu'un de respectable et raffiné. Ça veut également dire que je suis très souvent payé par les studios pour dire du bien ou du mal des films, que je suis intellectuellement et physiquement supérieur à la majorité de l'espèce humaine, et que j'ai toujours dans ma poche un dictionnaire de mots compliqués pour rien, ou devrais-je dire de mots sibyllins et difficultueux. Bref, je suis critique de cinéma, donc je suis un connard membre de cette secte occulte qui domine le monde, et fait souvent du mal aux films et aux gens qui les font. Ça, c'est ce qu'on lit parfois, un peu, beaucoup dans les commentaires sur écran large. De temps en temps, c'est dans nos boîtes mail, comme cette charmante Agnès qui m'a envoyé un mail ayant pour objet indignation, parce qu'elle était révoltée en lisant ma critique d'un film de Clapiche. Et parfois, si on a vraiment de la chance, c'est sur nos messageries personnelles, comme lorsqu'un hurluberlu est venu m'insulter sur Facebook parce que j'avais osé dire que Venom était une sombre bouse. Et il y a une phrase qu'on entend régulièrement et qui m'intrigue. Les critiques tuent les films. Avec une critique négative ou même un article où on donne un avis sur un projet, un choix de réalisateur, une affiche, une bande-annonce ou autre, on pourrait foutre en l'air un film, on pourrait ruiner sa carrière en donnant envie aux gens de ne pas aller au cinéma. Nous aurions donc un immense pouvoir, ou pas. Parce que vraiment, est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors j'ai plein de choses à dire sur ce sujet, mais commençons par un détail important auquel je pense à chaque fois que je suis stressé par un truc au travail. Une très grande partie de l'humanité n'en a strictement rien à foutre des critiques de cinéma. Et je parle même pas des gens qui s'en foutent du cinéma tout court, parce que là c'est évidemment logique. Je parle de tout un tas de personnes qui aiment les films, sont cinéphiles et s'en foutent. Vous connaissez forcément plein de gens comme ça et peut-être que vous-même vous en faites partie. Si on considère que le but d'une critique de film est de recommander, donc de dire ce qui mériterait qu'on se déplace et paye une place au cinéma, on peut très bien décider de ce qu'on va voir en regardant les bandes annonces, en lisant le synopsis, en écoutant ses potes ou en suivant les carrières de certains réalisateurs et réalisatrices ou certains acteurs et actrices. Il y a 1000 raisons de choisir un film sans passer par une critique de cinéma. Et si on considère que l'intérêt d'une critique est plutôt d'aider à réfléchir sur un film, développer son point de vue en le croisant avec un autre pour débattre, affiner sa pensée, bah là il y a tout simplement plein de gens qui aiment lire les critiques après avoir vu le film, pour avoir un regard vierge en entrant dans la salle. Respect parce que moi je fais ça dès que je peux. D'ailleurs je demande même au reste de l'équipe de ne pas parler de certains films qui m'intéressent devant moi, s'ils les découvrent les premiers. Dans ce cas-là, la critique arrive dans un deuxième temps, et on ne peut donc pas faire de mal au film. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même trouver des pièces à conviction, laissant entendre que la critique compte quand même un peu et, éventuellement, pourrait tuer des films. Donc allons-y, essayons de prouver ça. Côté professionnel déjà. On nous donne accès aux films en avance lors de séances spéciales appelées des projections presse. On en a déjà parlé un peu dans des vidéos et podcasts. Ça peut être une projection unique organisée la veille de la sortie, ou il peut y en avoir 10 qui commencent 2 ou 3 mois avant la sortie. Ça peut être dans une petite salle privée appartenant au distributeur avec seulement 10 sièges, ou dans un grand cinéma normal de 400 places où une projection privée est organisée. Tout ça pour dire que même si ça dépend des films, parce qu'on ne montre évidemment pas Avengers 43 dans les mêmes conditions que le nouveau film de Julia Ducournau, les projections presse, ça demande du temps et de l'argent pour les distributeurs et les agences de relations presse. Donc s'ils s'en foutaient des critiques et que ça n'avait aucun impact, j'imagine qu'ils s'en passeraient volontiers. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Autre argument de ce côté, les embargos. C'est un accord passé entre distributeurs et critiques pour ne pas parler d'un film avant un certain jour et une certaine heure, histoire de contrôler le moment où on ouvre les vannes dans la presse. Ça concerne seulement quelques films, souvent de gros films liés à des franchises comme les Marvel, les Jurassic World, les Pixar ou des films d'horreur aussi. Parfois c'est un accord oral, parfois c'est un papier qu'on signe à l'entrée avec son sang. Si on ne respecte pas l'embargo, nul doute qu'on se fera engueuler comme du poisson pourri, qu'on ne sera plus convié aux projections presse après, ou pire. Parfois on n'a pas le droit de parler du film jusqu'au jour de la sortie à minuit 1, et parfois c'est plusieurs jours avant. Là encore, il y a plein de situations différentes. Je dois aussi rappeler que certains films ne sont pas montrés à la presse, parfois à vraiment personne, parfois à seulement quelques médias, notamment ceux qui font des interviews, des couvertures, ou qui ne disent quasiment jamais du mal des films. Et parfois, on nous prend pour des veaux, en nous disant qu'il n'y a pas de projection, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, ils ne veulent pas d'écran large. C'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de drame, ça ne nous empêche pas de dormir, ni d'aller voir les films à leur sortie. Mais disons que l'hypocrisie est assez délectable.
Comme lorsqu'on nous dit que c'est impossible parce que la salle est complète et que des collègues présents sur place nous disent que la salle était à moitié vide, mais mon préféré c'est peut-être quand on demande les projections par mail et qu'on reçoit une réponse 3 semaines après pour dire « Oh mince, désolé, j'avais pas vu le mail, malheureusement il n'y a plus de projection presse, c'est trop tard, bisous ». Bah ouais forcément, si tu réponds 3 semaines après, il n'y a plus de projo, jolie tactique, très subtile. Est-ce qu'un film qui est sans projection presse ou sans embargo jusqu'au jour de la sortie c'est un mauvais signe et la preuve que ce sera nul? Pas du tout. Il y a plein de contre-exemples, plein de films qui semblaient casse-gueule et qui ont été descendus en flèche par la critique ont été montrés à l'avance sans embargo, et plein de bons films ont eu droit à des embargos stricts. Il n'y a pas de règle et c'est ça qui est amusant en fait. En 2023 par exemple, il n'y a pas eu de projection presse pour Barbie, que la presse a globalement adoré même si ça me dépasse. Il y en a eu plusieurs pour The Flash et Shazam 2, détestés par à peu près tout le monde, mais pas pour Blue Beetle et Aquaman 2. Il y en a pour tous les Marvel, il y en a eu pour Joker Folie à 2, mais pas pour Expendables 4, Sinners, Retour à Silent Hill ou Greenland 2, ou en tout cas pas pour nous. Et on a aussi des cas spéciaux vraiment magnifiques, comme un certain film avec de gros dinosaures, qui était montré en projection presse avec un embargo jusqu'à la sortie, alors qu'entre-temps, il y avait eu une avant-première publique, donc les gens pouvaient en parler sur les réseaux sociaux, mais pas nous. Et on m'a clairement dit que même si j'allais le voir à l'avant-première publique sans signer d'embargo, j'avais pas intérêt à en parler. On va appeler ça un embargo à géométrie et géographie variable. On a plein d'exemples désespérants et hilarants dans le même genre, sur les coulisses de ce métier formidable, mais mon éthique personnelle m'empêche d'en parler. Après, mon éthique a un prix, comme tout. 250 millions d'euros. C'est là que je vous parle de l'abonnement à écran large. Il vous permet d'avoir accès à des articles et podcasts exclusifs pour quelques euros par mois. Si on double notre nombre d'abonnés en 2026, promis, on fera un podcast spécial où on balancera quelques-uns de ses secrets. Ma réputation et celle de toute l'équipe est donc entre vos mains et les détails sont dans la description de la vidéo. Tout ça semble donc indiquer que oui, la critique a un certain poids. On nous invite en projection pour qu'on puisse accompagner la sortie avec une critique, une vidéo, un podcast ou autre, parce qu'on estime qu'on a un pouvoir de prescription. Si on dit que c'est bien, ça pourrait donner envie aux gens d'y aller. Ou alors on ne veut pas nous montrer le film en projection, pour être sûr qu'on ne pourra pas en parler avant la sortie, mais là encore parce qu'on estime qu'on a un pouvoir de prescription. Si on dit que c'est nul, les gens pourraient y réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Là vous allez me dire, et quand vous allez en projection et que vous n'aimez pas les films, en quoi ça peut les aider? C'est vrai qu'on pourrait comprendre que de gros studios ne montrent plus leurs gros films aux médias, histoire d'éviter toute mauvaise publicité. Alors pourquoi le faire? Là on peut y aller de sa théorie. Prenons un exemple évident, les films Marvel. Pourquoi nous les montrer alors qu'ils n'ont certainement pas besoin de nous pour exister? Il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être que toute publicité est bonne à prendre. Si on parle d'un film partout, même en négatif, ça aide à en faire un événement en saturant l'espace médiatique. Parce que déjà, l'objectif premier des distributeurs, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'un film est en salle, pour sortir du lot et attirer l'attention. Mettre un embargo sur un blockbuster la veille de la sortie à 18h par exemple, c'est s'assurer que tout le monde ou presque va sortir sa critique en même temps, et donc ça va inonder les réseaux sociaux et les portails d'accès aux informations. Le message ne sera même plus « le film est-il bien ?», mais « regardez, ce film sort, tout le monde en parle, donc c'est un événement ». Peut-être aussi que ces films Marvel sont tellement énormes que la critique négative peut difficilement les empêcher de cartonner, mais ça, j'en reparle un peu après parce que c'est intéressant. Enfin, peut-être que les studios auraient plus à y perdre qu'à y gagner. Si jamais ils bloquent tous les médias et que tout le monde commence à parler de cette stratégie pour s'en plaindre, ça pourrait devenir peut-être un peu gênant. Le sujet ne serait plus « tiens, la critique n'a pas aimé ce film de super-héros, qu'est-ce qu'ils sont relous, ils aiment rien », mais tiens, le studio a tellement pas confiance en leur film qu'il ne le montre pas. Autant maintenir l'attention sur le film et la presse plutôt que le studio. Tout ça pour dire que montrer ou ne pas montrer un film aux médias est un vrai sujet. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, qu'on veuille se les mettre dans la poche ou les mettre de côté, les médias sont intégrés dans le cycle de vie des films. Ça fait donc un point dans le camp de « la critique pourrait tuer les films ». Autre argument de ce côté, le nombre de cinéastes, d'acteurs et d'actrices, de producteurs, de productrices, etc. qui s'en prennent régulièrement à la critique de manière plus ou moins polie et gentille. Elisabeth Olsen, qui incarne Wanda dans l'univers des Avengers, a par exemple expliqué chez People en 2022, pendant la promo de Doctor Strange 2, que les films Marvel c'était pour les fans et pas pour la critique. Margot Robbie a dit exactement pareil pour Hurlevent en 2026. Todd McFarlane, le créateur de Venom, défendait le film avec Tom Hardy en disant chez IndieWire que les critiques étaient trop vieux et que s'ils avaient 16 ans, ils trouveraient ça super bien. Et pour rester dans cet univers, en 2025, le boss du studio Sony, Tony Vinciquerra, a affirmé dans le Los Angeles Times que la critique avait détruit Madame Web et Craven, alors que c'était pas de mauvais films. Ce qui n'a évidemment aucun sens puisqu'il rappelait aussi que la critique avait défoncé Venom, qui a pourtant cartonné. Plus récemment, c'est Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui n'a pas compris la critique si négative sur le film Super Mario Galaxy, en laissant entendre que c'était même étonnant, voire dangereux, que la critique soit si dure, alors qu'il faut revitaliser l'industrie du cinéma. Michael Bay résumait ça avec la subtilité qui le caractérise dans le Los Angeles Times. Awesome barbecue, awesome pool. Il disait
disait « Je suis convaincu que les critiques de cinéma sont nés avec un gène anti-fun ». Et en France, des gens comme Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Didier Bourdon, Danny Boone ont tous déjà expliqué de manière plus ou moins élégante qu'ils ne comprenaient pas trop la critique, que c'était un peu injuste, parfois du bashing, parfois malhonnête, qu'ils font du mal aux films et qu'ils ne font pas des films pour eux mais pour les vrais gens, ce genre de choses. Mais mon préféré, ça reste Alex Proyas, le réalisateur de The Crow et Dark City, qui a légèrement vrillé par la suite. À la sortie de Gods of Egypt, accueilli en fanfare comme une daube et qui s'est planté au box-office, il s'est énervé dans un long message sur Facebook où il disait en gros que les critiques étaient des crétins déséquilibrés et des vautours malades, tout en expliquant que la critique était en voie de disparition parce que les gens s'en foutaient. Bref, la critique est régulièrement un sujet pour pas mal de gens, mais ça ne veut pas dire que la critique dicte les comportements, heureusement. Quand un film est adoré par la critique, ça ne garantit absolument pas qu'il sera un succès et vice-versa. Il y a un exemple hollywoodien que j'aime beaucoup, c'est celui de Batman v Superman sorti en 2016 et Wonder Woman sorti l'année d'après. D'un côté, un affrontement entre deux super-héros ultra connus, sachant que Man of Steel avait préparé le terrain juste avant, et de l'autre, le premier film consacré à la guerrière popularisée avec la série des années 70, sachant que les films avec des super-héroïnes étaient considérés comme d'énormes risques après les désastres de Supergirl dans les années 80, et de Catwoman et Elektra dans les années 2000. Donc, clairement, Batman v Superman partait avec des points d'avance en théorie. Pourtant, la critique a dit autre chose. Alors je vais résumer ça très grossièrement parce que la critique est composée de plein de voix différentes, blablabla. Mais en gros, Batman v Superman a été laminé par la critique américaine comme si c'était l'un des pires films du monde, alors que Wonder Woman a été encensé comme si c'était l'un des meilleurs films du monde. Je ne vais pas rouvrir ce débat interminable parce que franchement, je trouve que c'est complètement exagéré des deux côtés, mais il faut retenir un truc. Batman v Superman n'a pas été porté par la critique, bien au contraire. Et ça ne l'a pas empêché de démarrer du feu de Dieu avec 166 millions au box-office nord-américain sur le premier week-end. Bien plus que Wonder Woman avec 103 millions. Comme quoi, la critique ne fait pas tout. Là, le public est simplement allé voir ce qui l'excitait le plus sur le papier, Batman et Superman qui se tapent sur la tronche. Peu importe ce qu'en disaient les critiques. Et vous savez ce qui s'est passé au final au box-office nord-américain ? Wonder Woman a largement dépassé Batman v Superman. 412 millions pour la super-héroïne contre 330 millions pour les deux bonhommes musclés. Ça, c'est bien la preuve que la critique joue un rôle très relatif parfois. Ici, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné, qui a porté Wonder Woman et qui a vite freiné la carrière de Batman v Superman. C'est le public qui a fait ça. Alors bien sûr, dans le reste du monde, il s'est rattrapé et il a fini au-dessus de Wonder Woman, mais pas tant que ça en fait. On pourrait aussi reparler de l'exemple du premier Venom, atomisé par la critique mais énorme carton au box-office, preuve que le public est totalement libre de se faire du mal en son âme et conscience. Après, ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est pour ça que les suites ont moins marché et que Morbius, Madame Web et Craven se sont plantés, donc ça va, il y a encore de l'espoir en l'humanité. Tout ça pour dire que le pouvoir de la critique pour les gros films hollywoodiens, franchement, faut relativiser, mais vraiment beaucoup relativiser. À ce sujet, je peux citer l'un des producteurs de la saga Transformers, qui s'appelle Lorenzo Di Bonaventura, qui expliquait du côté de Screen Rush que oui, tous les réalisateurs font attention à la critique et que ceux qui disent le contraire mentent. Et quand on lui demandait si la critique avait un impact sur le box-office, il répondait probablement un peu. Mais pas tant que ça, puisqu'il disait aussi « La raison pour laquelle les critiques ne font pas de mal aux gros films, c'est parce que le public est assez malin pour se dire « Je m'en fous de ce qu'ils disent, parce qu'ils ne comprennent rien à ces films ». Je vous laisse méditer là-dessus. Et on peut prendre le sujet dans l'autre sens. Il y a une tonne de films adorés par la critique qui ont été des bides énormes. Je vais prendre un exemple qui va encore faire pleurer son fan club dans l'équipe, c'est le réalisateur George Miller, celui qui a fait la saga Mad Max. Fury Road a été célébré par la critique comme l'un des meilleurs films du monde et son score box-office a été ok, mais sans plus, vraiment pas à la hauteur de la critique. Mais c'est incomparable avec Furiosa, qui a certes été moins apprécié mais qui a quand même été défendu, et qui a été un bide monumental au cinéma. Même chose pour 3000 ans à t'attendre, plutôt apprécié par la presse et adoré par écran large, comme quoi on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir. Il y a plein d'autres exemples de films que le public a boudé à leur sortie en salle, alors que la presse leur criait d'y aller. The Fabelmans et West Side Story de Steven Spielberg, Les Fils de l'Homme, Donnie Darko, Le Géant de Fer, Scott Pilgrim, Steve Jobs, Les Évadés, ou tiens, un exemple encore plus récent et amusant, Donjons et Dragons, que la critique a joyeusement défendu, mais qui a été un bide au box-office, alors que c'était un pur divertissement calibré pour plaire au public plutôt qu'à la critique, je pense. Et on pourrait aussi parler de tous les films dits d'auteur, défendus avec passion chaque année par la presse. Si la critique faisait le succès au box-office, alors des films comme Titan, Saint-Omer, Résurrection, May December, La Passion de Dodin Bouffant, The Master, First Cow, Mulholland Drive auraient été d'énormes cartons au box-office. En fait, c'est simple, si on regarde le top 20 ou 50 des meilleurs films selon la critique chaque année, on voit bien que ça ne ressemble pas du tout au top du box-office. Même en prenant en compte les budgets évidemment minuscules comparés aux blockbusters, beaucoup de ces films sont des échecs commerciaux plus ou moins énormes. Donc est-ce que la critique a un pouvoir de vie ou de mort sur les films, que ce soit sur des méga blockbusters ou de petits films sortis de nulle part ? Pas vraiment non, en tout cas c'est pas une science exacte. Cela dit, il y a des exceptions au-delà des exemples isolés, parce qu'il y a des endroits et des moments où la critique pèse sûrement très lourd, et peut en grande partie décider du destin d'un film,
ce sont les festivals. Faut avoir un truc en tête. Quand un film est présenté dans un festival comme celui de Cannes, ça marque ses tout premiers pas dans le monde. Parfois, les films sont finis seulement quelques jours, voire quelques heures avant la présentation, et dans les cas les plus dingues, ça veut dire que le montage n'est même pas 100% terminé. C'est donc un baptême du feu, dans des conditions extraordinaires pour le meilleur et pour le pire, devant un public qui n'a rien de normal puisque ce sont des critiques qui sont tous réunis dans un tout petit endroit pour voir 3, 4, 5 films par jour pendant une dizaine de jours. Qu'est-ce qui pourra mal se passer? Demandez donc à des films comme The Brown Bunny de Vincent Gallo qui a été présenté en compétition en 2003, Marie-Antoinette de Sofia Coppola en compétition en 2006, ou Solo, A Star Wars Story qui a été projeté hors compétition en 2018. La critique a à chaque fois été plus ou moins désastreuse et difficile de croire que ça n'a pas flingué leur carrière après. En tout cas, ça ne les a pas aidés. Mais l'exemple dont j'ai encore envie de parler, c'est évidemment Southland Tales, le film de Richard Kelly, réalisateur de Donnie Darko. En 2006, cette espèce de comédie satirique de SF frappadingue, avec Dwayne Johnson et Sarah Michelle Gellar, était en compétition officielle, dans une version clairement pas terminée. La présentation a été un désastre total, la presse l'a détesté, et pour le coup, ça a absolument tué le film. Richard Kelly a clairement expliqué qu'après la séance, plus personne n'avait envie de toucher à Southland Tales, que ce soit pour une sortie en salle ou en remontage. Alors, il a quand même fini par trouver de l'argent pour remonter le film qui s'est craché au box-office nord-américain un an et demi après. Son destin aurait-il été différent s'il n'était pas passé par Cannes? Je ne sais pas, je ne suis pas médium, mais je pense qu'on peut considérer que Cannes l'a achevé dès ses premiers pas. Donc là, oui, ok, la critique peut tuer un film. Mais ça reste des cas isolés dans un cadre assez spécifique. Parce que si on reste sur le cinéma normal, dans le monde normal, d'ailleurs le timing est assez parfait, parce que j'avais envie de faire cette vidéo depuis un moment, et en 2026 on a justement 2 exemples impeccables de films que la presse a défoncé, mais que le public a adoré de toute évidence. Ce sont les films Super Mario Galaxy et Michael. Je n'ai pas vu ce deuxième film Mario, mais quand Déborah et Antoine sont rentrés de projection presse avec un air déconfit, ça nous a clairement inquiétés, parce que pour information, leur critique du premier film Mario avec la note de 3 sur 5 est devenue un running gag au bureau. Dès qu'Alexandre a envie de rembarrer Antoine ou Déborah, il leur ressort cette note. Mais bon, le fait est que Super Mario Galaxy est un succès énorme, avec environ 900 millions au box-office mondial jusque-là. Il n'ira pas aux 1,3 milliard de dollars du premier, mais ça reste sacrément impressionnant. Pourtant, la critique n'a pas été tendre avec cette suite. En France, une moyenne de 2,9 sur 5 sur Allociné contre 3,1 pour le premier. Et aux États-Unis, 37 sur Metacritic contre 46 pour le premier. Alors que le public, lui, semble ravi et heureux. On pensait tenir là l'exemple ultime de l'écart entre la critique et le public en 2026, mais que nenni. Le film sur Michael Jackson a fait pire ou mieux, à vous de voir. Une moyenne de 2,4 pour la presse selon Allociné, alors que du côté des spectateurs, c'est 4,1 sur 5. J'ai regardé juste pour rigoler, c'est presque autant que Die Hard, Requiem for a Dream, Platoon, Le Salaire de la Peur et Metropolis. Faites ce que vous voulez de cette information. Aux États-Unis, l'écart est tout aussi énorme entre la presse et le public. Sur Metacritic, Michael écope d'un 39 sur 100 côté critique et de 7,9 sur 10 côté spectateur. Sur Rotten Tomatoes, c'est encore plus magique. 39% sur la critique et 97% selon le public. Juste pour rigoler, c'est plus que Toy Story 3, Parasite et Interstellar, et Le Parrain est à peine au-dessus avec 98%. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information aussi. Pour info, Michael approche sans souci des 500 millions au box-office mondial, donc oui, clairement, le public est au rendez-vous. Et ça a provoqué quelque chose d'assez fascinant sur écran large. Comme pour Super Mario Galaxy, on a reçu quelques noms d'oiseaux dans les commentaires pour nous dire que c'était incompréhensible, choquant, scandaleux, honteux de ne pas aimer le film. Bon, jusque-là, rien de spécial. Mais pour Michael, on a reçu un autre type de message. Des gens qui expliquent qu'on doit être dégoûté que le film cartonne, que le score au box-office prouve bien qu'on dit n'importe quoi, et qu'en gros la colère, voire les insultes dans les commentaires, c'était normal. C'est là qu'on voit bien qu'il y a une espèce de dialogue de sourds. Non, la critique n'a jamais, mais jamais eu pour but de deviner les succès au box-office et de prédire ce que les gens allaient aimer. Il faudrait être sacrément de mauvaise foi pour prétendre que le box-office et la qualité des films sont liés, parce que si c'était le cas, l'histoire du cinéma serait bien différente. Et heureusement que l'aspect commercial et l'aspect artistique sont 2 sujets différents. Ils sont parfois liés, parfois ils coïncident, mais parfois ils sont complètement à l'opposé. Mais surtout, on voit bien qu'il y a un étrange mélange. Publier une critique négative, ce serait souhaiter que le film se plante ou carrément miser sur son échec. Ce serait chercher à persuader les gens de ne surtout pas y aller et réfléchir. Ce serait considérer qu'on n'a pas bien fait notre travail si ça cartonne en salle. Alors que non. Alors déjà, à peu près tout le monde avait deviné avant de voir le film Michael qu'il avait de grandes chances d'être un gros succès, c'est pas vraiment un pari risqué. Ensuite, on répète inlassablement que tout le monde devrait toujours se faire son propre avis. Et enfin, comme on le répète depuis des années, on n'est pas là pour dire aux gens quoi voir, quoi penser ou aimer. Même si vous venez nous lire en nous faisant aveuglément confiance pour choisir un film, même si vous tombez sur un des rares cas où toute l'équipe est d'accord pour dire qu'un truc est archi nul, je doute fortement que ça vous empêche d'écouter vos envies. Ou alors c'est que vous aviez beaucoup d'hésitation et on a été le pompon sur la Garonne qui vous a permis de trancher éventuellement. Ça, c'est vrai qu'on le voit parfois dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on peut tuer des films avec nos critiques? J'en doute fortement. Est-ce qu'on peut donner envie aux gens de voir ou éviter les films? Je veux bien le croire, ça arrive de temps en temps qu'on nous le dise dans les commentaires,
Même si c'est beaucoup moins souvent que « Eh mais fermez-la, je fais ce que je veux, si vous aimez pas, ça veut dire que c'est super bien, écran large, esprit étroit, MDR, lol ». Ça, on y a droit tous les jours. Est-ce qu'on fait chier des gens avec nos critiques ? Oui, de toute évidence. Ça embête des distributeurs, ça embête des attachés de presse, ça embête plein de gens qui nous lisent, nous regardent, et peut-être même que vous, là, vous avez déjà eu envie de me jeter un Blu-ray de Morbius dans la tronche pour venger un film que vous avez adoré et que j'ai pas aimé. Mais vous savez qui d'autre ça embête nos critiques ? Nous, entre nous, chez Écran Large. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai écouté Alexandre, Déborah, Antoine, Judith, Mathieu ou Mathias, oui, toi, Mathias, dire du mal d'un film que j'aime ou le contraire en essayant de rester poli alors que j'avais envie de lui faire bouffer un Blu-ray de Morbius, moi aussi. Et je sais très bien que c'est pareil de leur côté avec mes avis. Écran Large regorge d'articles et de vidéos avec lesquels je ne suis pas d'accord et tant mieux. Tant mieux si on n'est pas d'accord, tant mieux si on s'engueule gentiment sur un film ou une série. Tant mieux si parfois j'écoute quelqu'un pendant la pause déj, en silence et avec mépris, pour lui signifier avec politesse qu'il ou elle a des goûts de chiottes, que ce soit à propos de Prometheus, Crazy Bear, Transformers 5, ou je ne sais quel truc avec des requins, Jason Statham, ou les deux. Parce qu'on est tous les goûts de chiottes de quelqu'un et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, si cette vidéo n'était pas claire à ce sujet, il ne s'agit pas de râler parce que les gens critiquent la critique, ils font bien ce qu'ils veulent et c'est très bien comme ça. Il ne s'agit pas non plus de prétendre que la critique a toujours raison, on sait tous que c'est absolument faux, clairement Écran Large l'a prouvé, en tout cas certaines personnes de l'équipe. L'histoire du cinéma est remplie d'exemples de grands films qui ont été descendus par la critique à leur sortie, tout comme il y a plein d'exemples de films cultes que le public a boudé à leur sortie. Faisons simple, personne n'a toujours tort ou toujours raison. Non, en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement pour redire que les seules personnes qui ont réellement un pouvoir de vie ou de mort sur les films, c'est vous. Quand vous décidez d'aller voir un film au cinéma, en streaming, en achetant un Blu-ray ou une édition collector à 150 balles, ou quand vous décidez de ne pas regarder un film. C'est ça qui dicte largement les mouvements au sein de l'industrie comme on le répète régulièrement. Et quand on essaie de faire croire que c'est juste les méchants studios, les méchants critiques, les méchants réseaux sociaux ou je ne sais qui, franchement, ça ressemble un peu à une diversion. Le cinéma a la gueule qu'on veut bien lui donner pour le meilleur et pour le pire. Si vous avez encore un doute sur le pouvoir de la critique, regardez donc ma vidéo sur le triste bide de Donjons et Dragons. Et si vous avez envie de simplement blâmer la promo du film, je vais peut-être faire une vidéo un jour à ce sujet parce que je trouve que l'argument du marketing raté est un peu trop facile pour expliquer des bides à Hollywood. En attendant, merci d'avoir regardé et à bientôt.